Est-ce que vous aimez le PEA? Je sais que vous aimez le PEA puisque c'est toujours les actions qui arrivent en top des sondages, comme vous allez le voir juste après. Et est-ce que vous aimez le spéculoos? Personnellement, j'adore, j'imagine que c'est une affaire de goût, mais en tout cas ça tombe bien aujourd'hui car on va analyser Lotus Bakeries, une entreprise PEA bien plus intéressante qu'il n'y paraît, que vous avez été nombreux à me suggérer. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon verdict. Sur le Discord IQ Invest, je fais souvent des sondages et dans le dernier sondage, c'est Lotus Bakeries qui est arrivé en tête avec 35 votes et 29% des voix, suivi de Amundi. Alors du coup, de quoi on parle concrètement? Donc Lotus Bakeries, c'est une entreprise belge qui est cotée à Euronext Bruxelles, elle a pour ticker LOTB. Elle a une capitalisation de 7,6 milliards de dollars, donc elle est plutôt considérée comme une mid-cap. Elle est dans le secteur de la consommation courante et elle est bien sûr éligible au PEA avec un tout petit dividende de 0,97%. Vous pouvez voir que son cours de bourse a explosé jusqu'en à peu près fin 2024 et depuis début 2025, c'est un petit peu la descente aux enfers, mais vous allez voir, c'est probablement justifié par sa valorisation. Donc cette analyse va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Enfin, nous ferons la valorisation de l'action, donc je vous donnerai mon prix juste et le prix juste de la communauté IQ Invest. Et enfin, je vous dirai ma thèse d'investissement sur Lotus Bakeries. Vous connaissez le disclaimer, je suis obligé de le mettre, mais on va pas revenir dessus à chaque fois. Gardez en tête que tout investissement comporte un risque de perte en capital. Sur l'analyse quantitative, on va donc voir les 3 premières étapes. Il y en a 10 en tout. Pareil pour l'analyse fondamentale, on va voir que les 3 premières étapes. Et vous retrouverez l'intégralité de l'analyse sur l'application IQ Invest, donc app.iq-invest.fr. Vous allez dans communauté analyse et vous retrouvez toutes les analyses ici. Donc il y a pas mal d'analyses qui ont été écrites par la communauté. Donc investir sur le spéculoos, c'est la mienne et vous avez ici vraiment l'intégralité des informations, l'intégralité des points qui sont couverts, etc. Donc je vous invite à aller voir l'analyse complète si la société vous intéresse et on en reparlera juste après puisqu'il y a un code de réduction en ce moment sur l'application qui est valable jusqu'à dimanche soir, donc un code de réduction de moins 15% pour fêter l'arrivée des analyses et la mise en place du concours dans lequel vous pouvez gagner 100 €, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Donc premier point de l'analyse quantitative, est-ce que la note quantitative de l'entreprise est bonne? Ici on regarde la note qui est calculée par l'application IQ Invest sur 20 critères, donc ici on a 12,5. Les 20 critères vous les voyez ici, ce sont ces 20 critères là. Donc la note est bonne mais elle est pénalisée par plusieurs choses, par le ROIC, par les marges qui sont assez faibles, par le CAPEX qui est très élevé. Vous allez voir que les marges en fait, même si elles sont dans le orange, en fait elles sont assez bonnes pour ce type d'industrie et surtout par les free cash flow, vous pouvez voir qu'ils sont tous dans le rouge, notamment puisque les free cash flow sont fortement impactés par les CAPEX, puisque avec 65% de ratio CAPEX sur OCF, eh bien forcément les free cash flow en pâtissent. Est-ce que l'entreprise a eu une bonne croissance par le passé? Ici on peut regarder la croissance du chiffre d'affaires, donc le CAGR à 5 ans est de 14,99%, ce qui est vraiment impressionnant et surtout une magnifique linéarité. Il faut se rappeler que c'est une entreprise qui vend des biscuits, donc une entreprise qui a beaucoup de moyens de production, beaucoup de CAPEX et des marges normalement assez faibles. Donc voir ce type de croissance dans cette industrie, c'est vraiment très appréciable. Ensuite on a la croissance des EPS, plus 15,16% par an, les free cash flow plus 12,05% par an. On a une croissance des EPS plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires, donc ça veut dire que la marge s'améliore et par contre on n'a pas une meilleure croissance des free cash flow par action que la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que la marge free cash flow baisse, potentiellement impactée par les CAPEX, puisque vous pouvez voir une magnifique linéarité également pour les EPS, mais pour les free cash flow ici c'est vraiment en dents de scie et en fait c'est fortement corrélé aux dépenses en CAPEX et notamment aux nouvelles usines qui sont en train d'être ouvertes par la société. À quel point est-ce que l'entreprise est rentable? Ici niveau marge brute on est à 38,98%, marge opérationnelle 16,96%, marge nette 12,39%, marge free cash flow 5,22% et surtout on a une croissance positive puisque vous pouvez voir une amélioration de la marge opérationnelle et de la marge nette, même si on a une diminution de la marge free cash flow, mais qui est due notamment aux augmentations des dépenses en CAPEX comme je vous l'ai dit, notamment depuis 2022 et la construction de nouvelles usines notamment en Thaïlande. Donc si on récap sur l'analyse quantitative, ici on a 34 critères en tout que vous retrouverez en intégralité sur l'application IQ Invest dans mon analyse complète et ici on a une note de 24 sur 34, donc on se situe dans le milieu de panier, dans le haut du milieu des entreprises intéressantes. Pour l'analyse fondamentale, pareil, vous avez mes 10 points ici que je check, on va voir les 3 premiers points et pour chaque point on va répondre à des questions précises qui font partie de ma checklist. Donc premier point, comment s'est créée l'entreprise? Pour ça il faut comprendre l'origine du spéculoos qui est assez spécifique puisqu'en fait ça remonte au XVIIe siècle en Flandre avec la naissance du biscuit traditionnel à base d'épices importées d'Asie, puisque à l'époque donc les Provinces-Unies, les Pays-Bas avaient colonisé une bonne partie du monde et établi des comptoirs notamment en Asie et pouvaient ramener en Europe de la cannelle, de la muscade, des clous de girofle, etc. Des produits qui étaient rares
et précieux réservé aux grandes occasions et c'est devenu donc une spécialité emblématique en Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de la France. On retrouve notamment encore des biscuits de ce type dans les occasions, par exemple en Alsace, donc des biscuits à la cannelle, etc. Donc ils étaient notamment associés aux fêtes de fin d'année et surtout à la Saint-Nicolas et les biscuits étaient souvent faits d'ailleurs en forme de Saint-Nicolas. Donc le spéculoos est ensuite devenu un produit de consommation courante avec la démocratisation des épices forcément et l'industrialisation a simplifié la recette. Le beurre a été remplacé par des huiles végétales souvent de moins bonne qualité et souvent toxiques et la cannelle reste la saveur dominante dans les biscuits et en parallèle on a eu donc la naissance de Lotus fondée en 1932 par un boulanger belge qui est une entreprise familiale qui s'est donc rapidement spécialisée dans le spéculoos. Elle a connu un succès grandissant et elle a lancé une industrialisation relativement rapide tout au long du XXe siècle. En 1974, elle a notamment fusionné avec Corona avec la création du groupe Corona Lotus, puis elle s'est étendue dans le Benelux et en France et elle s'est progressivement diversifiée avec des marques et des gammes de produits différents comme vous allez le voir. Aujourd'hui, c'est une marque mondiale et unifiée puisque en 2001, elle a regroupé toutes les marques sous un nom unique, Lotus Bakeries, et ils ont également récemment changé de branding puisque le spéculoos a laissé place au Biscoff qui est la contraction de biscuit et de coffee qui devient le nom donc du spéculoos à l'international, tout simplement puisque Lotus ne détient pas le nom spéculoos qui est utilisé par plusieurs autres marques, donc ils ont vraiment voulu trouver un terme différenciant, d'où Biscoff qui est un nom du coup déposé et unique pour la marque Lotus. Donc Lotus aujourd'hui c'est une entreprise toujours dirigée par la famille fondatrice, c'est un acteur majeur du biscuit et du snacking, elle est présente sur plusieurs continents et a une gamme élargie aujourd'hui avec des pâtes à tartiner notamment spéculoos qui sont d'ailleurs excellentes même si techniquement c'est de la merde pour la santé évidemment. On a ensuite des gaufres et on a d'autres produits sucrés divers, notamment des partenariats avec d'autres marques et elle affiche aujourd'hui une croissance soutenue et surtout une super rentabilité pour ce type de business. Donc ici la question à laquelle on peut répondre c'est a-t-elle eu une histoire marquante ou mythique? Donc ici j'ai mis oui puisqu'elle a été fondée en 1932 donc elle a quasiment 100 ans d'historique. En Belgique elle est restée familiale, c'est toujours une entreprise familiale et c'est un symbole national en Belgique avec une identité forte autour du spéculoos et maintenant du Biscoff. Deuxième point, est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Ici au niveau du profil donc on a une fondation en 1932 donc une entreprise avec beaucoup d'historique. On est dans la fabrication et la commercialisation de snacks à marque propre et elle est mondiale avec une présence dans plus de 70 pays. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on a Lotus Biscoff, Lotus Natural Foods et Lotus Local Heroes. On va revenir dessus juste après un peu plus en détail. Je vous ai mis ici l'image de la pâte à tartiner Lotus que vous devez probablement connaître. Ensuite au niveau du business model, ce qui fait la particularité de Lotus, c'est qu'on a une production intégrée puisqu'elle fabrique elle-même la majorité de ses produits. On a une distribution via ses propres marques premium, donc Biscoff, Bear, Naked par exemple, et on a un modèle axé sur la valeur de marque avec des marges élevées et un pricing power relativement fort, avec une position mondiale puisque le Biscoff c'est le 5e cookie le plus vendu au monde et son objectif c'est de faire partie du top 3 mondial. Au niveau international, on a une belle expansion avec une réplication du succès européen à l'étranger, une croissance à 2 chiffres aux États-Unis, en Europe du Sud et en Australie, et on a également une stratégie de localisation industrielle avec la production sur 3 continents, en Europe, en Amérique et en Asie, avec un objectif de réduire les coûts logistiques et les risques de change notamment, et on a également des partenariats stratégiques qui sont mis en place, notamment avec Mondelez International pour la distribution de Biscoff en Inde et la co-création de produits chocolatés, donc Cadbury Biscoff et Milka Biscoff par exemple, que vous pouvez voir juste ici. On a même un partenariat avec Côte d'Or. Ici on peut répondre à 2 questions, est-ce que les revenus sont récurrents ou prévisibles? Ici j'ai mis non puisqu'on n'a pas d'abonnement, on n'a pas de contrat long terme, mais par contre on a une forte récurrence au niveau de la consommation puisque ce sont des produits consommables du quotidien, mais ça ne suffit pas à justifier une récurrence des revenus. Et ensuite, est-ce que l'entreprise contrôle sa chaîne de valeur ou sa chaîne d'approvisionnement? Ici j'ai mis oui, puisque Lotus produit elle-même ses biscuits, elle contrôle donc toute sa chaîne de production. Donc troisième question, où et comment l'entreprise gagne de l'argent? Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 segments principaux, donc Lotus Biscoff qui représente 56% des ventes et qui a eu une croissance de 20% en 2024. Donc ici on retrouve les biscuits à la cannelle iconique et la pâte à tartiner, donc qui est une marque mondiale distribuée dans plus de 70 pays. On a également Lotus Natural Foods qui représente 24% du chiffre d'affaires et 16% de croissance en 2024, avec des snacks donc considérés comme healthy entre gros guillemets bien sûr, avec des marques comme Bear, Naked, Trek, Kiddelicious et Peter's Yard. Et ensuite on a Lotus Local Heroes qui représente 20% du chiffre d'affaires et 5% de croissance. Donc ici en fait ce sont des marques locales comme Suzy Gaufre, Pejnenberg, Ginger Bear, Anna's Biscuits, etc. qui sont vendus notamment en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Suède. Ici je vous ai mis un récap donc fourni par Lotus de la répartition des ventes. Ici c'est au premier semestre 2025 et vous pouvez voir les différents logos des différentes marques donc commercialisées par Lotus.
Lotus. Ici vous avez également notamment les packaging des marques comme Bear, Naked, Trek, Kidilicious et Peter Yard. Donc peut-être que vous les avez déjà vus en magasin. Personnellement, je ne connais pas du tout ces marques. Il n'y a que Lotus Biscoff que je connais pour le coup. Et ensuite, au niveau géographique, donc elle a une présence mondiale dans plus de 70 pays, 12 usines de production réparties sur plusieurs continents, donc en Europe, Belgique, France, Pays-Bas, Suède, en Amérique, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud. Et on a une 13e usine en construction, notamment en Thaïlande, avec une mise en service prévue en 2026 et elle servira de hub de production pour la région Asie-Pacifique. Donc au niveau de la structure industrielle, on a 95% des volumes qui sont fabriqués en interne dans les usines de Lotus, donc ça c'est vraiment un point fort puisque ça permet un meilleur contrôle qualité, une maîtrise des coûts et des marges plus élevées que la moyenne du secteur et surtout plus élevées que ses concurrents. Et la société déclare ses marchés comme ça, donc 55% en Europe, donc notamment Benelux, France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, 25% dans les Amériques, notamment Amérique du Nord, 15% en Asie-Pacifique et à peu près 5% en Afrique et Moyen-Orient. Ici on peut répondre à deux questions, donc est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de produits? Ici j'ai mis non, puisque Biscoff reste central, c'est vraiment la marque centrale qui représente à peu près 60% des ventes, mais l'entreprise fait quand même des efforts de diversification sur ses segments Natural Foods et Local Heroes, mais elle reste quand même extrêmement dépendante du spéculoos et de Biscoff. Et deuxième question, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés géographiquement? Ici j'ai mis oui, on a à peu près 60% à l'international, une présence dans plus de 70 pays, donc clairement on a une belle diversification géographique. Au niveau de l'analyse fondamentale, on obtient une note de 14 sur 20, donc on se situe pareil dans le haut de la fourchette des entreprises intéressantes, quasiment dans les entreprises exceptionnelles. Donc je vous renvoie vers mon analyse complète si vous voulez voir en détail les 20 questions utilisées dans ma checklist. Et maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape, donc la valorisation de l'entreprise. Et pour ça on est de retour dans l'application IQ Invest, on va aller voir Lotus Bakeries, mais juste avant je voulais vous rappeler qu'il y a un concours qui a été mis en place sur l'application, donc pour la meilleure analyse, donc vous pouvez gagner 100 €, vous avez les détails du concours juste ici avec l'objectif, le jury, comment ça se passe et le prix à gagner. Et globalement il vous suffit d'écrire une analyse sur l'application. Donc là par exemple on va sur Lotus Bakeries, donc là j'ai écrit directement l'analyse de Lotus Bakeries. Vous pouvez vous-même écrire une analyse sur n'importe quelle société. Bien sûr pour participer au concours il faut être abonné à l'application, mais c'est l'occasion parfaite justement pour l'essayer puisque cette semaine vous avez un code de réduction, donc moins 15% avec le code concours, disponible jusqu'à dimanche soir, donc profitez-en. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez annuler à tout moment et si vous gagnez le concours c'est tout bénéf pour vous en sachant que les prix du concours sont cumulables, donc vous pouvez tout à fait gagner plusieurs mois dans l'année par exemple si vos analyses sont vraiment très bonnes. Et ici je rappelle que le but n'est pas de copier mon format ou de copier le format de quelqu'un d'autre, mais vraiment de trouver votre format d'analyse, de test d'investissement ou d'idée. Vous pouvez faire un format plus narratif, plus analytique, plus structuré, c'est vraiment à vous de voir. Ce qui va être récompensé dans le concours, c'est l'originalité, la qualité d'écriture, la qualité de la recherche et bien sûr on ne veut pas du tout que la popularité d'un titre soit prise en compte dans la décision pour élire le gagnant, donc c'est pour ça qu'on a choisi un mode d'élection par jury et non pas par vote par exemple ou par nombre de vues, tout simplement puisque ce serait trop biaisé par la popularité d'un titre. Donc bien sûr toutes les données que vous avez vues dans l'analyse et toutes les données que j'utilise sont issues de l'application IQ Invest et donc on va se pencher sur la valorisation. Donc on se rend dans l'onglet valorisation calculateur et on va calculer le prix juste de l'entreprise. Pour ça j'ai choisi d'utiliser les EPS tout simplement puisque ce sont les plus linéaires. On ne peut pas du tout utiliser les free cash flow comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment trop en dents de scie. Et pourquoi ils sont en dents de scie? Tout simplement à cause des capex. Vous pouvez voir en 2022 qu'on a eu des free cash flow négatifs tout simplement puisque les capex ont explosé, justement puisque l'entreprise finance ses moyens de production, finance sa croissance et notamment développe de nouvelles usines comme on l'a vu en Thaïlande. Donc si on regarde un peu plus en détail les EPS, on a 17% de croissance sur la dernière année, 18% sur les 3 dernières années, 15% sur les 5 dernières années et 14% sur les 10 dernières années. Donc un magnifique historique de croissance. Et si on regarde ici dans les futurs EPS, on a 10,63% de croissance prévue par les analystes sur les 3 à 5 prochaines années. Donc concrètement j'ai choisi 10 en croissance estimée, c'est inférieur aux attentes des analystes, c'est également inférieur au taux de croissance historique, mais je préfère être conservateur sur ce type de business. On n'est pas dans la tech, on n'est pas dans un business qui est tiré par des tendances séculaires, on n'a pas l'IA pour porter la croissance du marché, on n'a pas tout ce genre de choses, donc je préfère être conservateur et partir sur 10% de croissance par an, et même ça c'est vraiment dans le haut du panier pour ce type d'industrie. Et en multiple final estimé j'ai choisi 30, donc vous allez me dire potentiellement que c'est énorme et vous avez raison, mais en fait si on regarde l'historique du PE de Lotus, il est énorme.
énorme puisqu'on est rarement en dessous des 30. Vous pouvez voir qu'on a une médiane à 36 sur les 10 dernières années et que globalement on a un niveau support autour des 30. Vous pouvez voir entre 2015 et 2020 on oscille autour des 30 et c'est que depuis 2020 que l'entreprise a explosé, atteignant des niveaux complètement débiles à 70 de PE en 2024, ce qui est évidemment beaucoup trop pour ce type d'entreprise. C'est même plus élevé que Nvidia pour vous donner un ordre de comparaison. Donc évidemment qu'il ne faut surtout pas acheter Lotus à 70 de PE et même moi aujourd'hui 40 de PE ça me paraît beaucoup trop. Je préfère partir sur une hypothèse à 30 qui est un niveau beaucoup plus raisonnable qu'on a observé donc entre 2015 et 2020. Et si on retourne encore plus loin dans le passé, donc sur 20 ans ici, vous pouvez voir qu'on a eu des niveaux de PE encore plus bas puisqu'on était à 9 en 2009, on est monté donc à 26 à peu près en 2015 et c'est entre 2015 et 2020 qu'on a oscillé autour des 30. Mais l'entreprise n'a pas toujours été aussi chère historiquement, donc attention puisque si elle revenait à retrouver des niveaux de PE donc autour des 20-15, ce serait catastrophique pour le cours de bourse. Donc si on récap, 10% de croissance estimée, 30 de multiple final, 12% de rendement cible, donc pour battre le S&P 500, ça nous donne un prix juste de 5 634 €, donc bien inférieur au prix actuel de 7 900 €. On a une marge de sécurité négative de moins 40%. On a un prix juste de la communauté légèrement plus bullish que moi, donc à 6 151 €. Mais si on coupe la poire en deux et qu'on arrondit à 6 000, globalement l'entreprise est beaucoup trop chère et il faudrait qu'elle descende autour des 6 000, voire en dessous des 6 000 € pour qu'elle commence à devenir intéressante. Et dernier point, un petit bonus, si on regarde les droites de régression par contre, vous pouvez voir que purement graphiquement, l'entreprise est sous-valorisée aujourd'hui puisque sa régression linéaire est à 10 700 € sur 5 ans et sur 10 ans, elle est à 9 900 €. Mais pour le coup, je ne m'y fierai pas trop tout simplement puisque comme vous l'avez vu au niveau des ratios, sur 20 ans en fait, la majeure partie de l'appréciation du cours de bourse provient de l'évolution du multiple de valorisation qui est passé de 9 en 2009 à 70, donc x7 au niveau du multiple de valorisation. Donc forcément, le cours de bourse a explosé. Donc c'est pour ça que selon moi, les droites de régression ne sont pas représentatives pour Lotus. Donc personnellement, je ne les prendrai pas en compte. Donc juste avant de passer à la thèse d'investissement, je vous rappelle de vous abonner au podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast si ce n'est toujours pas fait. C'est un podcast que je co-anime avec Mathieu J de la chaîne Mathieu J. Donc en ce moment, on a vraiment de super retours de votre part dans les commentaires sur les podcasts. Donc n'hésitez pas à aller regarder les derniers épisodes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est qu'à 2500 abonnés aujourd'hui sur YouTube. J'aimerais bien qu'on dépasse les 3000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne IQ Invest si ce n'est toujours pas fait. Ça soutient la chaîne et ça ne coûte rien. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Donc ma thèse d'investissement pour conclure. Donc on a une note quantitative de 24 sur 34, une note fondamentale de 14 sur 20. Donc on est plutôt dans le haut du panier des entreprises intéressantes. Par contre, on a un rendement au prix tout à fait catastrophique avec 4% par an si on achète au prix actuel et un prix juste autour des 6 000 € comme on l'a dit. Globalement, je suis assez mitigé sur l'entreprise, mais mon opinion est plutôt positive. J'ai été agréablement surpris par l'entreprise en faisant mon analyse, notamment par son skin in the game, par son équipe dirigeante et par la structure de son capital. Donc pour ça, je vous renvoie à mon analyse complète, encore une fois, dans laquelle je vous détaille exactement donc le management, les membres du board et comment est structuré le capital, avec notamment la fondation familiale qui détient la majorité des parts. Ici, on a une entreprise de grande qualité, mais une valorisation beaucoup trop élevée. Au niveau des points forts, on a une société qui est très bien gérée, on a une belle croissance, des marges élevées, un ROIC supérieur à la moyenne du secteur agroalimentaire, on a un dividende régulier, soutenable et vraiment magnifique, on a une famille fondatrice qui est toujours à la direction et qui détient plus de 50% du capital, on a une marque unique et mondialement connue, donc Biscoff, qui est comparable à un Hermès du biscuit. Dès que vous voyez un paquet rouge, vous savez immédiatement que c'est du spéculoos et que c'est du Lotus. Donc comme avantage compétitif principal, bien sûr, on a la puissance de marque, donc des actifs intangibles qui sont ancrés dans la culture du café et du snacking premium. Il est fort probable que quand vous allez prendre un café en terrasse, peu importe la ville dans laquelle vous allez, eh bien il soit servi avec un spéculoos et il est fort probable que vous associez le goût du spéculoos avec le goût du café. Donc ça, c'est vraiment un ancrage psychologique fort dans l'esprit des consommateurs. Au niveau des points faibles, par contre, on a une valorisation vraiment excessive. Un PE d'à peu près 40 aujourd'hui, c'est beaucoup trop pour ce type de secteur, beaucoup trop pour ce type d'entreprise. On a également une accessibilité limitée puisqu'on a un prix unitaire très élevé à 7 000 € l'action, donc concrètement impossible à acheter sur PEA sauf si vous avez des dizaines de milliers d'euros à investir, mais le moindre achat d'action déséquilibrerait totalement le portefeuille. Donc personnellement, si je devais acheter Lotus, ce sera quoi qu'il arrive sur un compte titre et on a une croissance future déjà bien anticipée dans le cours actuel, voire même beaucoup trop anticipée au vu des niveaux de valorisation. Donc personnellement, ma décision pour le moment, c'est pas d'achat, donc je l'ajoute à ma watchlist, notamment par curiosité tout simplement puisque c'est une entreprise que j'ai envie de suivre. Je ne pense pas l'acheter à court moyen terme, mais on ne sait jamais. Et je vous rappelle bien sûr que ceci n'est pas un conseil
conseils en investissement, donc faites vos propres recherches avant d'acheter ou non un titre. Sur ce, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Lotus Bakeries, laissez un pouce bleu sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.